corps pur et mélange. Notre univers, l'ensemble des galaxies, la galaxie dans laquelle nous vivons, la Voie lactée, notre système solaire, la ville dans laquelle vous habitez, toutes les personnes que vous connaissez, votre propre corps, tout ce que vous voyez autour de vous ou en vous-même, sont fabriqués, construits à partir d'un certain nombre d'éléments de base, comme une boîte de Lego. Vous voyez, vous avez une boîte de Lego, vous avez quelques éléments de base à partir desquels vous pouvez construire une infinité de formes différentes. Ces éléments de base sont au nombre d'une centaine et qui sont regroupés dans le tableau périodique des éléments. On les appelle ça des éléments. Il y a l'élément hydrogène, l'élément hélium, l'élément oxygène, l'élément carbone, très important dans la chimie du vivant, l'élément fer, d'autres moins connus, le tungstène, l'uranium, très connu, mais dont on n'a pas souvent affaire dans la vie de tous les jours, le francium, franchement, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, et le thallium, etc., etc. Donc vous voyez une centaine de briques de base différents qui sont les éléments de base à partir desquels on construit le reste. Un petit mot pour dire que, comme dans une boîte de Lego, il y a des éléments qui sont plus répandus que d'autres. Dans les boîtes de Lego, les briques rouges, c'est la grande majorité des éléments, puis on en a quelques-uns qui sont moins abondants, mais qui suffisent pour fabriquer des choses comme on veut. Donc dans la nature, la quantité de ces éléments n'est pas aussi les mêmes. Par exemple, l'hydrogène constitue 92% de la matière, si on prend ça généralement dans l'univers, l'hélium à peu près 8%, l'oxygène ce n'est plus que 0,0 quelques pourcents, le carbone encore moins, etc. Donc vous voyez, l'élément le plus répandu c'est l'hydrogène, et ensuite l'hélium, et tout le reste c'est des petits pourcentages de l'ensemble de la matière dans l'univers. Maintenant, prenons un élément comme le fer. À quoi ça ressemble le fer à notre échelle? On ne peut pas voir les atomes de fer, mais on peut avoir du fer, donc enfin, de la matière qui est constituée que des atomes de fer. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un métal gris, brillant, qui conduit l'électricité, qui est malléable, et qui n'est composé que des atomes de fer, qui sont donc disposés les uns à côté des autres en faisant une sorte de réseau. Mais il faut savoir que dans la nature, il est rare qu'on trouve du fer sur cet état-là. En fait, de manière plus générale, il est rare de trouver un élément à l'état pur. En général, les éléments sont combinés pour former ce qu'on appelle les molécules, on étudiera ça plus loin. Et par exemple, en ce qui concerne le fer, il peut se combiner avec l'oxygène pour former une molécule. Ne vous attardez pas trop sur la forme de cette molécule, c'est juste garder en tête que c'est une combinaison de fer et d'oxygène qui font des liaisons ensemble. À notre échelle, cette molécule ressemble à une poudre matière rougeâtre, et qui contient donc 2 atomes de fer pour 3 atomes d'oxygène. Voilà les molécules qui les constituent. Ça, c'est la rouille. On peut aussi avoir des combinaisons d'atomes plus simples que ce qu'on vient de voir. Par exemple, l'oxygène peut se combiner à un autre oxygène, un atome d'oxygène à un autre atome d'oxygène, pour former ce qu'on appelle une molécule de dioxygène. L'oxygène, par exemple, que vous respirez, l'oxygène qui est dans l'atmosphère, il est sous cette forme-là. Donc, par exemple, dans l'atmosphère, on n'a pas des atomes d'oxygène tout seuls, ils sont combinés ensemble pour faire des molécules d'oxygène. Maintenant, on va classifier ces différents types de combinaisons qu'on a vus. On a vu l'oxygène, qui est sous cette forme-là, O2. C'est des molécules qui contiennent le même type d'atomes. C'est 2 atomes d'oxygène qui se combinent pour faire O2. On a vu le fer, tout seul, qui est un métal gris, brillant, etc. Plus rare dans la nature. Ça, c'est nous qui avons extrait ça de la nature, de l'industrie. Et puis, on a de l'autre côté
l'oxyde de fer qui est constitué d'un seul type de molécule, mais dans chaque molécule, il y a différents types d'atomes. Il y a des atomes de fer et d'oxygène. Donc, à gauche de votre écran, vous avez des matériaux qui sont constitués que d'un seul type d'atome, soit seuls, soit combinés ensemble comme l'oxygène. Et à droite, vous avez des matériaux qui sont constitués d'un seul type de molécules, mais qui contiennent deux types d'atomes, deux ou plusieurs types d'atomes. Ce qui se trouve à gauche de votre écran, c'est ce qu'on appelle les corps purs simples. Corps purs simples, ça veut dire des corps constitués de même type d'atomes, soit sous forme d'atomes, soit sous forme de molécules. À droite, vous avez le corps pur composé. Ils sont corps purs parce qu'ils sont constitués de même type de molécules. Dans ce cas-là, c'est des molécules d'oxyde de fer, Fe2O3. Mais les molécules eux-mêmes sont composées de différents types d'atomes. Donc, c'est des corps purs composés. Pour donner quelques autres exemples, des corps purs simples, ça veut dire des corps qui sont constitués soit d'un seul type d'atome, soit des molécules qui contiennent le même type d'atomes. Il y a par exemple l'hélium, qui ne contient que l'élément l'hélium. Le diamant, qui ne contient que l'élément carbone, normalement. Le diamant est constitué des atomes de carbone liés les uns aux autres. Et puis pour des corps purs composés, vous avez par exemple le sel de cuisine, qui est constitué d'atomes, les mêmes types d'atomes, donc c'est un corps pur, les mêmes types de molécules, NaCl. Le sel de cuisine, c'est des molécules de NaCl, du sodium et du chlore, mais il contient donc deux types d'atomes, du sodium et du chlore, donc c'est un corps pur composé. La même chose pour le gaz carbonique, que vous rejetez à chaque expiration. C'est un corps pur parce que le gaz carbonique, il est composé de même type de molécules, le CO2, mais chaque molécule contient différents types d'atomes, dans ce cas-là, du carbone et de l'oxygène. À côté des corps purs, simples ou composés, il existe aussi des mélanges. Prenons quelques morceaux de sucre et prenons un verre d'eau. Le sucre, prenons le sucre habituel, quand les morceaux de sucre, c'est essentiellement composé du saccharose. On va estimer, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, que ces morceaux de sucre ne sont fabriqués qu'à partir du saccharose pur. En général, il y a d'autres éléments qui sont mélangés avec, qu'on n'arrive pas à séparer, etc., mais peu importe. Donc on a à gauche un corps pur composé, donc c'est le même type de molécules, mais des atomes différents. À droite, l'eau, qui est donc composée de molécules d'eau, H2O, c'est aussi un corps pur composé. Et mélangeons le sucre avec de l'eau. Maintenant, on a un liquide dans lequel on sait qu'il y a du sucre, on vient de le mettre, ça s'est dissous, et on a aussi de l'eau. Donc, on n'est plus en phase d'un corps pur, on est en face d'un mélange. Dans ce cas-là, c'est le mélange de deux corps purs composés. Plus que ça, si on regarde même au microscope, on s'approche, on ne peut plus distinguer le sucre de l'eau. Le sucre étant dissous dans l'eau, au fait, les morceaux de sucre se sont désagrégés en molécules de sucre, et les molécules de sucre, ils sont invisibles même avec les microscopes les plus puissants qu'on a, on ne peut pas les distinguer de l'eau. On sait qu'il y a des molécules de sucre, on sait qu'il y a des molécules d'eau, mais on ne peut plus les distinguer. C'est pour ça qu'on appelle ça un corps pur homogène. Ça veut dire qu'on ne peut plus distinguer les éléments du mélange. C'est essentiellement le cas des solutions. Si vous arrivez à dissoudre quelque chose dans un liquide, un solide dans un liquide, vous obtenez une solution qui est un mélange homogène. Ce n'est pas toujours le cas. Prenons de nouveau un verre d'eau, prenons un peu d'huile, versons un peu d'huile dans notre eau et secouons-le. Si on secoue, on a un liquide jaunâtre, même comme ça en regardant, on voit bien qu'il n'est pas parfaitement transparent, qu'il y a des petites gouttelettes d'huile, donc il y a de l'huile là-dedans, il y a de l'eau,
Donc c'est bien un mélange. Et quand on regarde de près, on peut voir ces petites gouttelettes d'huile. Ça dépend si on a mélangé fortement ou pas, hein. Mais dans tous les cas, quelle que soit la force avec laquelle on a mélangé, on pourra toujours distinguer, ne serait-ce qu'en regardant de très près, les gouttelettes d'huile de l'eau qui les entoure. C'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. C'est un mélange dans lequel on peut distinguer, au moins quand on regarde de très près ou avec un microscope, on puisse distinguer les deux éléments ou les plusieurs éléments du mélange. Dans ce cas, l'huile et l'eau. C'est un mélange donc hétérogène. Pour les mélanges hétérogènes, on peut toujours distinguer deux ou plusieurs phases. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu que ici, dans ce cas-là, par exemple, l'huile et l'eau ne peuvent pas parfaitement se mélanger, hein, ce n'est pas une solution, on a donc une phase qui est la phase huile, qu'on peut distinguer de la phase qui est plus foncée, qui entoure les gouttelettes, qui est la phase eau. Donc, quand on mélange l'huile et l'eau, étant donné que l'huile ne peut pas se dissoudre dans de l'eau, ne peut pas se mélanger parfaitement avec de l'eau, on a un mélange hétérogène avec deux phases. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, si on laisse reposer ce verre suffisamment longtemps, on va voir les deux phases qui vont carrément se séparer. On aura l'huile qui est plus légère, qui va être flottée sur la phase eau qui est plus lourde. Alors, on reprend les mélanges. Les mélanges homogènes, c'est des mélanges dont on ne peut pas distinguer les éléments du mélange, même au microscope. Par exemple, si on mélange de l'alcool et de l'eau, il est impossible de distinguer l'alcool de l'eau. Il y a d'autres mélanges peut-être que vous connaissez moins, par exemple bronze, qui est un alliage de cuivre et de l'étain. Et quand on mélange le cuivre et de l'étain dans un four où on fabrique cet alliage-là, on ne peut plus distinguer le cuivre et de l'étain. Il n'y a pas des grumeaux du cuivre dans de l'étain ou vice-versa. Hein, ça fait une métal homogène. On a l'impression que c'est fait d'un seul élément. Autre type de mélange homogène, c'est par exemple de l'eau gazeuse. Alors ça, vous voyez, si vous avez une bouteille d'eau gazeuse qui est fermée, hein, vous venez de l'acheter, dans cette bouteille, il y a de l'eau, mais dans cette eau, on a aussi dissous du gaz carbonique. Donc c'est bien un mélange. Mais là aussi, si la bouteille est fermée, si vous regardez même très près, vous ne pouvez pas distinguer le gaz carbonique de l'eau. Le gaz carbonique est dissous dans l'eau. Maintenant, si on prend des mélanges homogènes, reprenons l'idée de notre bouteille. Si vous ouvrez la bouteille, vous voyez apparaître les bulles de gaz, de la gaz carbonique, qui vont se séparer de l'eau. Et là, on peut distinguer les deux phases. On a une phase eau et puis une phase gaz carbonique fait de ces bulles de gaz carbonique. L'explication, vous verrez ça en physique, hein, quand on ouvre la bouteille, on diminue la pression et le gaz carbonique, une partie des gaz carboniques qui est dissous dans l'eau va se séparer et redevenir gazeux. D'autres mélanges hétérogènes plus évidents, par exemple si on mélange du sable avec de l'eau, vous savez que le sable ne va pas se dissoudre dans l'eau. Vous secouez, vous avez une sorte de liquide opaque et le sable, ce sera une des phases et l'eau une autre phase et on peut, en regardant l'eau d'assez près, distinguer les graines de sable de l'eau. Autres mélanges hétérogènes qui n'ont peut-être pas l'air comme ça, c'est par exemple la mayonnaise. La mayonnaise qui contient de l'huile et un peu d'eau et d'autres produits, peu importe. Et là aussi, si on regarde la mayonnaise de très près, on voit les gouttelettes d'huile entourer une phase aqueuse. Et donc la mayonnaise, c'est aussi un mélange hétérogène. Même s'il a l'air homogène comme ça quand on le regarde, si on regarde de près, on peut distinguer les différentes constituants. Donc pour résumer, les corps que vous pouvez, enfin, les matériaux que vous pouvez avoir autour de vous peuvent être de deux catégories, des corps purs, ça veut dire constitués d'un seul type d'atomes. Si ces atomes sont constitués, enfin, s'il y a uniquement des atomes, c'est de même type d'atomes, c'est des corps purs simples, comme le fer qu'on avait vu, le fer qui est un métal gris, etc.
Soit ces atomes sont combinés sous forme de molécules, mais il faut que ce soit le même type d'atome. Ici, deux atomes d'oxygène qui se composent, et ça donne une molécule d'oxygène. Ce sont des corps purs simples, qui ne contiennent qu'un seul type d'atome. Il y a les corps purs composés. S'ils sont composés, c'est forcément des molécules, mais pas seulement le fait que ce soit des molécules, mais ce sont des molécules qui contiennent différents types d'atomes. Dans ce cas-là, l'oxyde de fer qui contient du fer et de l'oxygène. Mais pour être un corps pur composé, il faut que ce soit le même type de molécules. Peu importe si à l'intérieur il y a différents types d'atomes. À côté des corps purs, il y a les mélanges. Donc, mélange de différents corps purs, simples ou composés. Ils peuvent être homogènes, ça veut dire quand on regarde le mélange, on ne peut pas distinguer les différents éléments qui le composent. Par exemple, de l'eau et du sucre. Si on dissout du sucre dans l'eau, on a un mélange homogène, et puis les mélanges hétérogènes où on a un mélange, même peut-être si on n'arrive pas à l'œil nu de distinguer les différents éléments, au moins un microscope, on peut distinguer les différents éléments. Par exemple, si on mélange de l'huile et de l'eau, et là, vu que l'huile ne se mélange pas correctement avec de l'eau, il ne peut pas se dissoudre dans de l'eau, on aura toujours des gouttelettes d'huile qui flottent dans de l'eau, donc c'est un mélange hétérogène. Vous verrez plus tard pourquoi ces distinctions, d'abord pour comprendre les différentes manières dont on peut avoir mélangé les différents éléments, etc., soit dans les molécules, soit comme des mélanges comme l'eau et l'huile, mais surtout bien comprendre ces distinctions permet de choisir des méthodes de séparation adéquates. Là, on a parlé par exemple des mélanges, et suivant le type de mélange, si c'est homogène ou hétérogène, on ne va pas pouvoir utiliser les mêmes types de techniques de séparation. Par exemple, si on voulait séparer le sucre de l'eau ou l'eau de l'huile.